Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous retrouver donc une dernière fois autour du risque du dirigeant et de la protection des risques du dirigeant. Nous avons donc je vais déjà nous présenter. Alors quand je dis nous, c'est parce que cette fois-ci je ne suis pas toute seule. Donc moi je m'appelle Sidonie Crestini et donc je suis responsable régionale auprès des conseils pour le compte du groupe AG2R La Mondiale. Et étant donné que notre sujet concerne les associés du dirigeant aujourd'hui, eh bien, je serai accompagnée par Nathalie Serraillier, qui est donc notre animatrice régionale transmission d'entreprise, à savoir donc elle est la spécialiste transmission d'entreprise pour le compte du groupe AG2R La Mondiale. Euh, Comme je vous l'ai présenté lors de nos dernières interventions, le dirigeant aujourd'hui, il a trois sortes de risques qui le concernent. Il a un premier risque qui concerne sa famille et l'assurance de son revenu immédiat et malheureusement d'une défaillance plus importante et d'un décès pour ses proches. Nous avons vu il y a 3 semaines la protection de son entreprise en cas de défaillance et de ses salariés avec les différentes options qui peuvent se présenter à lui. Et le dernier volet, le dernier pan que l'on va aborder aujourd'hui concerne donc les associés de notre dirigeant, qui sont aussi concernés malheureusement et sur lesquels il peut y avoir une incidence en cas de défaillance donc de ce dirigeant. Bien entendu, fort de ces trois pavés et fort de ces trois niveaux de protection, eh bien, nous, on est persuadés au sein du groupe AG2A La Mondiale qu'il y a une réelle mission d'accompagnement à destination de nos clients, à destination de vos clients. Et donc, je vous montrerai aussi, donc, en fin de réunion, en fin d'intervention, le déploiement et l'accompagnement qu'on est en capacité de vous proposer pour apporter et prêcher la bonne parole et surtout éviter des situations qui sont parfois dramatiques lorsque le dirigeant disparaît prématurément, accidentellement et surtout brutalement. Comme nous l'avions fait sur les 2 réunions précédentes, je vais reprendre le cas de Madame Paul. Madame Paul, donc pour mémoire, est une jeune femme de 40 ans qui, mariée à 2 enfants, et a repris l'entreprise familiale d'une boulangerie industrielle. À l'époque, elle avait 3 salariés, mais son entreprise a bien évolué. Elle a maintenant un revenu donc beaucoup plus important. Elle est en capacité de se verser des dividendes et elle souhaite notamment aujourd'hui intégrer donc au sein de sa structure de nouveaux associés. Qu'elle qu'elle souhaite intégrer et fort de ça et fort des différents conseils qu'elle a pu déjà recueillir et qu'elle a pu déjà avoir précédemment, eh bien, elle revient nous voir. Elle revient voir son expert comptable aujourd'hui pour lui poser un certain nombre de questions. Et notamment, en fait, ces questions concernent donc lorsque malheureusement, si malheureusement elle décède ou si malheureusement elle est en incapacité, quels sont les risques pour l'entreprise et quels sont, je dirais, les pièges à éviter. Alors, les risques, les associés, les risques vont concerner les associés. Et donc, le premier risque, c'est tout simplement, en cas de décès d'un des associés, le blocage de l'entreprise. Premier risque important, tout d'un coup, les capacités de décision sont bloquées. Donc, que se passe-t-il? Deuxième risque qui est aujourd'hui aussi pris en compte, c'est le risque juridique. Le risque juridique qui va concerner en termes de conséquences la rédaction des statuts, les différentes clauses bénéficiaires, on verra ce qui peut se passer et surtout ce qui est important, c'est de préserver les droits des associés restants. Et enfin, le risque financier, pardon. Le risque financier, il est souvent pris en compte mais partiellement. Le risque financier à la fois pour les associés mais aussi pour l'entreprise. Et la question qu'on peut se poser et les enjeux, c'est que se passe-t-il? Comment les associés peuvent racheter les parts sociales de l'assuré décédé sans léser les héritiers? Et encore faut-il que cela ait été prévu.
éviter aussi des hausses de taxes, notamment d'impôts sociétés, et bien entendu, lorsqu'il y a une disparition, eh bien minorer les droits de succession. Quand je vous parle de risques financiers, je sais que pour certains d'entre vous, ça peut faire écho à malheureusement des expériences passées où une disparition prématurée d'un associé bloque complètement l'organisation de l'entreprise et on se retrouve, lorsque les choses n'ont pas été suffisamment anticipées, eh bien, avec des ayants droit qui, pour des raisons qui sont valables ou pas, peu importe, risquent de bloquer l'évolution de l'entreprise et la poursuite de l'activité de l'entreprise. Alors, premier point que je vais aborder, puis je passerai la main ensuite à Nathalie. Premier point que je vais aborder, donc c'est le décès brutal du dirigeant. Et que se passe-t-il si un des associés venait à disparaître? Comment éviter tout risque de blocage? Blocage, alors je vais revenir sur ma planche précédente. Blocage pour le fonctionnement de l'entreprise et surtout se retrouver avec de nouveaux associés, entre guillemets non désirés, qui peuvent être les ayants droit de l'associé disparu. Donc que se passe-t-il à ce niveau-là? Alors, si on ne fait rien, eh bien, si rien n'a été prévu, eh bien, dans le cadre du décès d'un des associés, c'est la dévolution successorale qui va s'appliquer. Et donc, en cas de décès d'un associé A ou B, eh bien, en l'occurrence, l'associé A, eh bien, ce sont les ayants droit de l'associé A qui vont récupérer donc à la fois principalement les droits de vote. Et l'associé B va se retrouver avec une perte de pouvoir. Hein. Ça, c'est quelque chose de relativement simple là-dessus. Je pense que tout le monde, et vous êtes encore mieux qualifié que moi par rapport à ça. Donc, on va avoir des conséquences juridiques, économiques, fiscales et notamment en termes de gouvernance. Alors, la solution, elle est pour nous, en fait, elle est mixte. La première partie de la solution, donc, c'est le fait de mettre en place une garantie croisée entre associés. À savoir, si A décède, eh bien, les ayants droit seront protégés. B gardera donc le contrôle et pourra choisir, si nécessaire, un troisième associé, puisque B, en fait, notre associé B, va bénéficier donc d'un capital dont il est le bénéficiaire, et ce capital lui servira pour désintéresser les associés, les ayants droit de l'associé A décédé, et sachant qu'il pourra effectivement choisir un nouvel associé qui pourra intégrer l'entreprise ou rentrer dans le capital. Donc, ça, c'est un élément qui est très important. Donc déjà, premier élément, un contrat. Alors, c'est un contrat d'assurance, souvent en fait un contrat de prévoyance, avec malheureusement des primes à fonds perdus, hein, qui se calculent en fonction du nombre de parts de l'associé que l'on souhaite assurer. Il y a un point de vigilance à ce niveau-là. Eh bien, c'est tout simplement la clause bénéficiaire, hein, qui est à rédiger de manière très particulière. Puisque en fait le dirigeant est le bénéficiaire du contrat, le bénéficiaire de l'associé décédé, donc va se retrouver avec donc moi j'appelle ça une obligation, hein, d'utiliser les sommes perçues pour désintéresser les ayants droit. Alors, donc le schéma est le suivant. Les parts sociales vont entraîner des droits de succession pour les ayants droit, et donc l'assurance décès va compenser cette perte. Alors, si on est sur une clause bénéficiaire standard, c'est-à-dire que rien n'a été organisé, eh bien, on est sur un schéma où on va aboutir, quoi qu'il arrive, à une perte de contrôle pour le dirigeant qui reste. Le principe et le focus de la clause bénéficiaire, j'avance avec mes petits schémas,
c'est bien d'avoir et voilà, c'est tout ça qui m'intéressait. Le point 5, c'est donc d'avoir effectivement donc le dirigeant A qui est bénéficiaire donc du capital, non pardon, le dirigeant B qui est bénéficiaire du capital du dirigeant A, clause bénéficiaire qui est acceptée, avec dans cette clause bénéficiaire des éléments très précis. Tout d'abord, une valorisation des parts sociales, avec donc une valorisation, donc ce qui nécessite un suivi quand même relativement fréquent, enfin, du moins lorsqu'il y a des grosses modifications du montant des parts sociales. Et ensuite, donc la désignation des ayants droit et la désignation des ayants droit et de la destination de la somme. En l'occurrence, le bénéficiaire de cette clause va accepter cette clause et va s'engager à désintéresser les ayants droit à hauteur donc de la valorisation des parts ou à hauteur d'une formule de valorisation, c'est souvent peut-être aussi ce qui est utilisé, et donc qui va donc verser en fait aux ayants droit ce versement libératoire qui va le rendre propriétaire entre guillemets, mais qui va faire remonter les parts sociales de son ancien associé directement sur sa tête. Voilà les éléments. Donc ça, c'est un point non négligeable. Et par rapport à ça, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a des clauses qui sont prévues et qui sont hyper strictes pour éviter, je dirais, une quelconque, on va dire, possibilité de sortie différente, puisque, par exemple, là, vous avez un exemple, la clause bénéficiaire au sein du groupe AG2R La Mondiale, telle qu'elle est proposée, alors elle peut être modifiée, mais elle va souvent être mise en fait auprès d'un notaire, déposée auprès d'un notaire pour assurer la sécurité de cette clause et avec notamment avec l'acceptation du bénéficiaire. Bien entendu, tout à l'heure je vous ai parlé de deux éléments sur notre garantie croisée. Ce contrat, ce contrat effectivement n'est pas le plus cher. Je passe cet aspect-là. Vous aurez tout dans le support. Mais ce qui pour moi est très important, c'est que cette garantie croisée, eh bien, elle doit bien entendu être associée à un pacte d'associés. Nous, on le constate assez régulièrement lorsqu'on travaille sur les dossiers de nos clients. On a beaucoup de clients aujourd'hui qui ont un pacte d'associés, parce que c'est un acte juridique et donc il est souvent fait, il est souvent lié à l'entrée d'associés. Mais ce qu'on constate souvent, c'est qu'il n'y a pas la deuxième partie de la protection des associés à ce niveau-là, à savoir le contrat d'assurance qui va permettre de donner en fait et d'amener la part de revenus nécessaires à l'associé pour lui permettre de désintéresser les ayants droit qui restent. Donc voilà les éléments. Pour moi, quelque chose de très important. Si on avait deux choses à retenir, c'est pas de pacte d'associés sans garantie d'essai croisé. C'est un peu comme les gens qui se pacsent et qui font pas de testament. On fait la moitié du chemin malheureusement. Et puis attention à la rédaction de cette clause bénéficiaire en tant que garantie croisée. On a souvent des garanties qui sont pas forcément bien rédigées et c'est vrai qu'il est important de s'appuyer sur un certain nombre de personnes. Voilà. Alors, deuxième point, et je vais lancer la parole pour Nathalie. Deuxième question. Si je décède, donc j'ai organisé ce qui va se passer après mon décès pour l'entreprise, mais est-ce que je peux organiser à l'avance la protection juridique du chef d'entreprise ou de l'associé et la protection donc de son patrimoine professionnel ou personnel? Donc, qu'est-ce que je peux prévoir comme dispositif aujourd'hui pour demain? Et donc, ces deux éléments-là, eh bien, merci, ce sont les mandats. Oui. Voilà, effectivement, depuis quelques années, depuis
2007 en l'occurrence, face à la demande qui a été de plus en plus importante, notamment de la profession des notaires, a été mise en place la possibilité pour un dirigeant de pouvoir mettre en place 2 choses. Soit effectivement un mandat de protection future, soit un mandat à effet posthume. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas même les 2? Puisque, comme on le verra, le mandat de protection future, lui, il a pour objet de prévoir la gestion finalement du patrimoine personnel et professionnel de l'individu, du dirigeant, dans une situation, comme on le voit sur le schéma, dans une situation plutôt d'invalidité, donc dans une situation qui serait ponctuelle. Là où le mandat à effet posthume, lui, aura une prise d'effet qui sera au moment du décès du dirigeant ou de la personne. Donc, on le voit bien effectivement que le mandat à effet posthume peut tout à fait commencer à prendre ses effets au moment de la fin du mandat de protection future qui est, on va dire, le mandat classique. Donc, on le voit bien, que ce soit, quelle que soit la typologie de mandat, l'objectif, c'est quoi? C'est bien de pouvoir rédiger un contrat entre un mandataire, donc le dirigeant, par exemple, et un mandant. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir organiser à l'avance la gestion et donc la protection de son patrimoine personnel et de son patrimoine physique. Voilà, donc ça c'est l'idée, la grande idée, force finalement de ces mandats. Le mandat à effet posthume, lui, il est un petit peu différent puisqu'il va avoir pour objet, comme je le disais, une prise d'effet qui sera au moment du décès. Donc l'idée, ce serait plutôt, par exemple, dans une situation où je suis dirigeant, je veux organiser ma transmission, mais je sais que à ce jour, ma transmission pourrait être, par exemple, à mes héritiers, mais mes héritiers ne sont pas encore soit capables parce qu'ils sont trop jeunes, soit qu'ils n'ont pas encore justement cette capacité à gérer mon entreprise parce qu'ils sont encore en formation, par exemple, ils sont encore en cours d'études, mais je sais que ce sera quelque chose qui sera la suite à court terme. Donc l'idée, c'est que pendant cette période-là, mais l'entreprise continue à être gérée et je vais continuer à la faire gérer par une personne, on va dire, une personne de confiance. Voilà, donc c'est l'idée du mandat de protection future et du mandat à effet posthume, de pouvoir anticiper si à un moment donné, je ne pouvais plus, moi, dirigeant, gérer ma société, gérer mon patrimoine. Je veux malgré tout que une ou plusieurs personnes de confiance, d'ailleurs, puissent le faire à ma place. Hein. Donc, ce mandat de protection future, tu peux passer la diapo, Denis, s'il te plaît. Ouais, ça y est. Voilà, le mandat de protection future, merci. Comme je le disais, effectivement, son objectif, c'est de pouvoir permettre de parer à une situation de dépendance, donc qui va être a priori souvent peut-être ponctuelle, mais qui pourrait être également pérenne, donc qui malheureusement pourrait être suivie par le décès. Donc, comme on le dit, effectivement, l'objectif, c'est quoi? C'est bien d'organiser la protection, que ce soit une protection sur des biens personnels, mais que ce soit sur des biens également professionnels. Donc, on va pouvoir, si on le souhaite, gérer l'un ou l'autre, voire gérer les deux. Donc, c'est bien effectivement dans la rédaction qui va être faite du mandat que le dirigeant pourra dire sur quoi va porter la gestion de cette protection. Et c'est surtout également là où le dirigeant va pouvoir désigner là où les personnes qu'il souhaitera mandater justement pour assurer la gestion de son entreprise. Pour pouvoir faire ça, bien finalement, il va y avoir quand même plusieurs étapes. Puisque lorsque je mets en place un mandat de protection future, qu'est-ce qui va se passer? Je vais d'abord avoir une étape qui est très importante et qui va être nécessaire de réaliser quand, j'ai envie de dire, tout va bien. Donc, quand je suis encore capable de le faire. La rédaction de ce mandat de protection future, on va le faire, alors souvent, et c'est quand même ce qui est recommandé, c'est d'aller le faire avec un notaire, puisque on va toujours recommander quand même de le faire auprès d'un professionnel qui pourra vous aider, qui pourra accompagner le dirigeant pour savoir jusqu'où, quelle serait la portée justement de ce mandat, quels seraient les actes que pourrait aussi réaliser le mandataire. Donc la personne effectivement qui gérera l'entreprise et les biens personnels. De plus, il faut savoir que le mandat doit être accepté par
le mandataire, qui sera soit personne physique, soit personne morale. Donc, on pourrait effectivement se retrouver face à une personne morale qui aura été désignée par le mandant. Donc, une fois qu'effectivement le mandat a été accepté, eh bien, en cas d'incapacité de mon dirigeant, comment est-ce que ça va se passer? Comment l'ouverture finalement du mandat va se passer? Tout simplement, je dois me présenter auprès du greffe du tribunal de commerce, du greffe, pardon, du tribunal de grande instance. Et là, je dois justifier effectivement de l'incapacité, de la situation d'incapacité de mon dirigeant. Une fois cette étape faite, eh bien à ce moment-là, le mandat est ouvert, est exécuté, et on va devoir également pouvoir contrôler l'exécution du mandat. Ce mandat, ensuite, va être clos, soit suite à décès, et c'est là où je le disais tout à l'heure, on pourra éventuellement se retrouver avec l'ouverture cette fois-ci du mandat de protection, du mandat à effet posthume, pardon, ou bien le juge des tutelles peut décider de mettre fin à ce mandat de protection future parce que l'incapacité de notre dirigeant n'est plus avérée. Pour autant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pendant toute la durée du mandat, je vais avoir la possibilité, pour les héritiers par exemple, d'exercer le contrôle. Et ce contrôle, d'ailleurs, va pouvoir être matérialisé par deux choses. Un premier inventaire de l'ensemble du patrimoine qui va être réalisé à l'ouverture du mandat et un deuxième inventaire qui va être réalisé avec actualisation du patrimoine au moment de la fin du mandat. Donc, ce qui permettra quand même également de vérifier que de la bonne gestion finalement du mandataire. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir effectivement, grâce à ce mandat de protection future, assurer finalement la bonne gestion du patrimoine privé, mais également du patrimoine professionnel. Donc, assurer également, on pourrait le dire quasiment, la pérennité de la gestion de l'entreprise pendant une période pendant laquelle mon dirigeant ne serait pas capable de le faire suite à une incapacité physique, par exemple. Ce mandat de protection future pourrait être suivi, comme je le disais, par un mandat de protection future. Ce mandat de protection future, son objectif premier, c'est quoi? C'est de pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise en cas de problème de santé. C'est vraiment ça. Et c'est de dire effectivement, je ne peux plus, moi, assurer la gestion de mon entreprise. J'ai mon héritier qui n'est pas encore capable de le faire pour X ou Y raison, comme je le disais tout à l'heure. Il est trop jeune, il est encore en cours d'études. Il ne le souhaite pas pour l'instant, mais se laisse un petit peu de temps. Auquel cas, effectivement, je ne vais pas mettre en péril l'entreprise et le mandat à effet posthume pourra justement être un outil efficace pour maintenir la pérennité de la société. Cette pérennité de l'entreprise, comment? Alors, ce mandat, tout à l'heure, je disais, il vaut mieux effectivement, en l'occurrence, le rédiger, le faire par acte notarié. Pourquoi? Parce que notamment, le fait de le faire par acte notarié nous permettra de confier au mandataire la possibilité d'avoir des pouvoirs étendus. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si je le fais sous seing privé, les effets effectivement seront beaucoup plus limités. La grande différence, ce sera quoi? Ce sera que, par exemple, j'ai rédigé mon mandat à effet posthume par acte notarié. Le mandataire pourra aller jusqu'à la réalisation d'actes, notamment par exemple des actes importants qui seraient une cession. Donc la vente par exemple d'un appartement, la vente d'un logement, je pourrais effectivement le faire si le mandat a été fait par acte notarié. S'il a été fait par acte sous seing privé, c'est un acte important que je ne pourrais pas réaliser. Donc parfois, effectivement, ça peut s'avérer intéressant. Quoi qu'il en soit, le premier conseil que l'on pourrait avoir ici, c'est que avant de rédiger un mandat, quel qu'il soit, de toute façon, et je crois qu'en la matière, c'est toujours important, le dirigeant devra se faire accompagner par un professionnel, donc par un conseil qui maîtrise le sujet. Et aujourd'hui, effectivement, le mandat à effet posthume, le mandat de protection future, aujourd'hui, ce sont des actes qui sont principalement gérés de façon
notariés. Donc, c'est un bel exemple peut-être également ici, ces mandats de travail en interprofessionnalité entre experts comptables, notaires et tous les conseils éventuellement qui peuvent se retrouver aux côtés du dirigeant. On peut effectivement anticiper la transmission avec différents outils. On en verra d'ailleurs tout à l'heure d'autres. Mais les mandats aujourd'hui, à effet posthume ou de protection future, sont vraiment des outils qui sont peut-être méconnus encore aujourd'hui, peu utilisés, mais qui ont une puissance qui peut s'avérer quand même, on le voit, très significative. Merci Nathalie. Troisième question que nous pose Madame Paul. Madame Paul a fait des investissements dans son entreprise et donc elle a pris des emprunts bancaires. Et ces emprunts bancaires, on vient de lui parler du mandat, on vient de lui parler de l'importance de l'organisation. Et donc, que se passe-t-il et les clauses bénéficiaires sont-elles toujours adaptées à la situation de l'entreprise? Je vous donne un exemple. Cet exemple, c'est le chef d'entreprise qui contracte donc un prêt professionnel auprès d'une banque. La banque va exiger donc une couverture de l'emprunt sur la tête du dirigeant. Et en cas de décès, c'est la banque qui va être, dans le schéma traditionnel, c'est la banque qui va être directement désintéressée. Quelles sont les conséquences de ce montage? Les conséquences de ce montage, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est qu'en cas donc de décès du chef d'entreprise, le capital restant dû donc est versé auprès de la banque. Et eh bien, on va se retrouver avec une double peine pour à la fois les héritiers, mais aussi pour l'entreprise et donc pour les associés. Tout d'abord pour les héritiers, eh bien une augmentation de l'actif successoral égale au montant du capital financier restant dû, hein, puisque l'entreprise va être intégralement valorisée. Et puis une double peine fiscale, et là c'est pour les associés restants, c'est tout simplement le fait que le capital financier remboursé à un moment où l'entreprise n'a pas forcément besoin de ça puisqu'elle vient de perdre un de ses dirigeants, donc une majoration d'impôt société et donc une augmentation de la valeur des actifs et donc parce qu'on a effacé des dettes. Donc cette double peine, aujourd'hui, eh bien, il est tout à fait possible de l'éviter. Et malheureusement, cette option n'est que trop peu utilisée. Elle est trop peu utilisée parce que les banques se font un tout petit peu tirer l'oreille. Pourquoi? Eh bien, vous allez tout de suite comprendre. Lorsque vous avez une clause classique, eh bien, le bénéficiaire désigné et le bénéficiaire principal, c'est le créancier, c'est-à-dire la banque. Lorsque l'on va aménager cette clause bénéficiaire au profit d'un tiers, ce sont les héritiers de l'assuré qui vont être les bénéficiaires. Donc on a une sorte de dessaisissement entre guillemets de la banque qui perd l'accès direct à l'assurance en cas de disparition. Ce qui va se passer, c'est que donc dans cette clause, eh bien on va mentionner donc le dépôt des sommes donc sur un compte séquestre jusqu'au complet remboursement de la dette par la société. Donc, ce qui va se passer, c'est que la banque ne pourra pas bénéficier immédiatement du capital en cas de disparition du dirigeant, mais aura en fait une sorte de personne écran qui viendra continuer à rembourser le prêt comme si pratiquement rien ne s'était passé pour elle. Donc, en matière de déductibilité des primes, il n'y a pas de changement. Et surtout, eh bien, vous avez tout de suite compris l'effet, c'est qu'il y a un maintien de la dette liée au prêt, au passif de l'entreprise. Donc, pas de génération d'exercices et de bénéfices exceptionnels. En matière de remboursement, donc, aucun impact. Et pour les héritiers, eh bien, alors j'ai le maintien qui est un petit peu sorti de mon cadre, mais on va dire une minoration de l'actif successoral par le maintien de la dette, en fait, au bilan de la société. Donc, on voit bien un effet qui est relativement positif. Donc, le schéma, pour finir, eh bien, en fait, il est comme celui-là. Et en fait, on va avoir un intermédiaire entre l'assureur et la banque, qui est le bénéficiaire désigné, qui va en fait qui va lui en fait finir le travail qui avait été commencé entre guillemets par l'assuré. Alors, ces éléments-là, donc c'est l'application en fait de l'arrêt Musel. Cet arrêt Musel, il est connu par un certain nombre d'entre vous, mais il est souvent peu utilisé.
Je vous donne juste un exemple, je rentre vraiment pas dans le détail. L'exemple, il est le suivant. Un dirigeant a souscrit, a contracté un prêt de 5 millions d'euros auprès d'un organisme. Eh bien, la différence entre une clause sous séquestre selon l'arrêt Musel ou une clause classique, eh bien, elle est de pratiquement 50%. Elle est avec un coût qui va être de 289 000 euros dans le cadre de Musel contre 3,7 millions pour les héritiers et pour l'entreprise si on reste sur une clause légale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à regarder. Les banques se font souvent tirer l'oreille pour mettre en place cette clause. Nous, on a deux, trois astuces pour arriver à passer outre. En fait, voilà, avec la force des choses, Nathalie pourra éventuellement vous en parler si vous le souhaitez. Mais on a deux, trois astuces qui permettent en fait de forcer un peu la main à la banque, tout en bien entendu en lui garantissant ce capital et l'emprunt. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'important à faire. Dernier point, l'entreprise de Madame Paul a fortement grandi, elle aussi, et donc aujourd'hui, elle se pose la question d'intégrer un ou plusieurs membres de sa famille au sein du capital de l'entreprise. Et donc, elle nous pose la question de savoir, et elle vous pose la question de savoir quelles précautions prendre. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est donc le travail avec donc l'arrêt, avec le pacte du trail. Nathalie? Exactement, effectivement, on entend beaucoup parler effectivement du pacte du Trail. Le pacte du Trail aujourd'hui, c'est un outil qui est, on va dire, encore absolument exceptionnel par sa puissance, j'ai envie de dire, puisque le pacte du Trail va permettre effectivement, dans le cadre d'une transmission, notamment familiale, ici on le verra dans le cadre de Madame Paul, de pouvoir réduire le coût fiscal de la transmission de façon extrêmement importante, puisqu'on est sur une réduction de 75% de la base d'imposition. Donc aujourd'hui, un outil tel que celui-ci, c'est vrai qu'on en connaît très peu, voire pas du tout. Hein. Et d'autant plus qu'on peut même aller chercher, en plus de ça, encore un autre abattement qui existe. Alors, effectivement, qui est soumis à quelques conditions, mais qui est un abattement encore de 50% sur les droits de donation lorsqu'on fait de la donation en pleine propriété et lorsque le donateur a moins de 70 ans. Quoi qu'il en soit, effectivement, ici, c'est vrai que l'on voit la portée du dispositif est absolument exceptionnelle. Pour autant, dans ce dispositif-là, il ne faut pas faire les choses trop vite, j'ai envie de dire, et surtout, il faut bien prendre en considération deux aspects, j'ai envie de dire. Les deux premiers aspects sur lesquels je mets une petite alerte, entre guillemets, ce sont, premièrement, les conditions d'application du dispositif. Alors ici, vous avez les conditions qui sont données de façon très light, puisqu'on a bien effectivement un engagement collectif de conservation des titres pendant 2 ans, qui doit être suivi par un engagement individuel de conservation de 4 ans. Mais on n'oublie pas également la problématique de la fonction de direction qui devra être assurée par une des personnes ayant l'engagement individuel. Et puis surtout, j'ai envie de dire aussi quelque chose qui nous échappe parfois, mais qui est quand même extrêmement important, c'est toute la problématique, j'ai envie de dire, administrative, puisque les conditions de mise en place du pacte du trail restent quand même, en matière de formalisme, assez importantes. Donc voilà, certes, pacte du trail, le résultat peut être très significatif et très intéressant. Attention cependant à comment est-ce qu'on le met en place dans la durée. Un exemple, effectivement, parfois, c'est que cet engagement individuel de conservation ou l'engagement collectif également doit bien se terminer à un moment donné. Or, l'engagement collectif de conservation des titres, souvent, j'ai constaté qu'effectivement, il a été conclu, mais on n'a pas de date butoir, donc il ne s'arrête pas et l'engagement individuel ne commence jamais. Donc, c'est peut-être un point d'alerte, mais voilà, je souhaitais quand même le signifier. Si nous reprenons donc notre Madame Paul aujourd'hui a 56 ans, donc elle a effectivement fait évoluer son entreprise, elle a 2 enfants et aujourd'hui, eh bien, ils en ont parlé en famille et son fils Marc envisage de reprendre l'entreprise. Comment est-ce qu'elle va pouvoir faire justement pour lui transmettre sa société en réduisant
au minimum la pression fiscale, tout simplement. Eh bien, on va voir que si je ne prépare pas, si je n'anticipe pas les choses, le coût de la transmission à son fils, à Marc en l'occurrence, sera de plus de 1 million. Donc, on va retenir effectivement qu'en pression fiscale, on est quasiment à 37%. Si par contre, elle a anticipé les choses avec ses conseils, elle a évoqué ce sujet-là, elle s'est dit, tiens, peut-être que effectivement mon fils reprendra la société. Et un pacte du trail a été mis en place avec notamment la souscription de l'engagement collectif de conservation des titres et tout le panel de choses qui va à côté, bien entendu. Eh bien, en mettant en place ce pacte du trail, on va pouvoir faire déjà réduire les droits de donation de façon extrêmement significative, puisque vous voyez ici que l'on passe de plus de 1 million à 170 000 euros. Donc, j'ai envie de dire, je prépare, j'anticipe, j'échange en famille sur cette problématique de transmission. C'est vraiment un sujet sur lequel il ne faut pas passer à côté. Et puis, si on veut aller encore un petit peu plus loin, eh bien, on pourrait également envisager, pourquoi pas, d'aller chercher le dispositif d'abattement des droits de donation, puisque là, madame va transmettre en pleine propriété, elle a moins de 70 ans, donc on pourrait éventuellement aller chercher cet abattement de 50%. Et là, on passe de 1 100 000 de droits de donation à moins de 85 000 euros. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo, effectivement. C'est vraiment un dispositif qui est extrêmement intéressant, sous condition quand même de bien en mesurer à la fois en amont les conditions et les contraintes, mais surtout également aussi d'en mesurer en aval, c'est-à-dire après les contraintes, et notamment le fait que, dans notre exemple, Paul va devoir, entre guillemets, quand même s'engager à conserver cette entreprise pendant au minimum 4 ans. Après, éventuellement, effectivement, pour envisager une vente, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a quand même, en termes de timing, des choses à respecter pour ne pas se voir remettre en cause le fameux dispositif du trail. Donc, on le voit, c'est un dispositif qui est extrêmement puissant. Certains pourraient me dire également dans cet exemple-là, mais qu'est-ce qu'on fait de Sophie, donc de la fille? Bien entendu, vous l'aurez compris, l'exemple est vraiment simplifié au maximum ici pour pouvoir voir effectivement l'impact du pacte du trail, mais on aurait effectivement dans une approche macro à considérer bien entendu comment entre guillemets assurer l'équité entre les enfants et pour ce faire, on pourrait éventuellement voir dans le patrimoine global de la famille comment faire pour transmettre des choses de même équivalence à la fille, ou bien voir, pourquoi pas, comment mettre en place une soulte pour transmettre également de la même façon à la fille. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, je pense, c'est que plus je vais anticiper la transmission de mon entreprise, que ce soit à titre gratuit ici dans le cadre du pacte du trail, ou que ce soit une transmission à des tiers ou à des salariés, de toute façon, le maître mot, et je pense que vous serez tous d'accord avec ça, plus j'anticipe, mieux ce sera pour tout le monde. Merci Nathalie. Merci. Effectivement, hein, on a un certain nombre d'éléments et de points de vigilance concernant notre garantie pour les associés, notre protection pour les associés. Hein, je vous rappelle, garantie croisée, bien entendu pacte d'associés, gestion des clauses bénéficiaires avec cette clause bénéficiaire croisée, mais aussi la gestion des clauses bénéficiaires liées aux emprunts. Je rappelle aussi un élément important dans la protection des associés, c'est aussi le fait de prévoir la disparition de l'homme clé et donc la capacité pour l'entreprise d'avoir non seulement du financement qui sera versé à l'associé restant en vie pour acheter ses parts, mais aussi pourquoi pas prévoir le financement de l'arrivée d'un nouvel associé, les différents mandats que tu as évoqués tout à l'heure et bien entendu le pacte du trade. Donc beaucoup de choses aussi en ce qui concerne nos associés. Alors, comment aujourd'hui comment accompagner nos clients et quels sont nos clients qui peuvent être prioritaires sur ce sujet-là? Eh bien entendu, hein, c'est la liste que l'on a l'habitude de voir. Ce sont des clients qui peuvent avoir des associés, des clients qui n'ont pas de pacte d'associés, c'est quand même un petit peu plus rare, des clients qui n'ont pas de garantie homme-clé, pas de contrat homme-clé, parce que c'est le début,
et des emprunts en cours. Hein. Voilà les 4 pour moi principaux. Et donc par rapport à ça, l'objectif pour nous, c'est bien de vous amener à identifier les clients concernés. Ça, je vais passer avec différentes possibilités. Et une fois que ces différents clients auront été identifiés, la possibilité de les accompagner, de manière durable, bien entendu, d'abord de les sensibiliser, de les interpeller au travers d'outils de communication, d'outils marketing. Alors ça peut être effectivement des vidéos, ça peut être des plaquettes d'information, ça peut être des courriers de sensibilisation. Attention, hein, on a constaté que vous étiez concerné par tel ou tel risque et donc déjà informer et sécuriser sont une partie de votre devoir de conseil. Ça va être aussi, pourquoi pas, d'interpeller vos clients au travers de réunions ou d'interpeller vos collaborateurs sur les risques potentiels euh, à ne pas traiter ce risque complètement. Et puis, bien entendu, qui va vous permettre d'identifier l'ensemble des clients et surtout derrière, eh bien, bénéficier d'une méthode de travail, d'une checklist de différentes missions. Alors, checklist, c'est de quoi je parle, quels sont les outils dont je vais avoir besoin, et bien entendu, pourquoi pas, d'organiser une mission qui sera une mission valorisable pour le cabinet, à la fois en termes de chiffre d'affaires, surtout en termes de valorisation et de fidélisation pour les clients, et de sécurisation du conseil que vous pouvez apporter. Et moi, j'insiste bien sur aujourd'hui, donc on vous a parlé du risque pour les associés du chef d'entreprise, mais tout est lié et un chef d'entreprise qui a de bonnes garanties personnelles, qui a sécurisé le risque pour sa famille, qui a sécurisé le risque pour son entreprise, va tout naturellement aller aussi vers la sécurisation de ses associés et la boucle est bouclée et l'entreprise a beaucoup plus de chances d'être présente et de poursuivre son activité au-delà de la défaillance du chef d'entreprise que si les choses n'ont pas été faites, voire faites uniquement partiellement. Hein, voilà. Nous sommes là pour vous accompagner. Vous avez pu le voir, voilà, on a des compétences différentes au sein du groupe, hein, à la fois sur la protection sociale, mais aussi sur l'organisation et l'anticipation de la protection de l'entreprise. Nous en avons terminé concernant ce sujet. Je vois que j'ai la petite bulle rouge qui clignote, donc je vais maintenant passer à la lecture des différentes questions que vous avez pu poser au cours de la réunion. Alors, hop là, attendez, je vais revenir là-dessus. Hop. Alors, question. Alors, cette question, première question, elle est pour Nathalie. Hein. Le mandat de protection future est-il opposable à tous les tiers et partenaires du mandant? Nathalie, est-ce que tu peux nous apporter une réponse par rapport à ça? Alors, ça va dépendre en fait de sa rédaction principalement. Hein. Et ça va dépendre justement. Alors, quand je parle de rédaction, c'est comment est-ce qu'il a été rédigé? Est-ce qu'il a été rédigé sous seing privé ou par acte notarié, d'une part, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, en fonction de la typologie de rédaction, la puissance, la portée juridique, pardon, de l'acte va être plus ou moins important, d'accord? Et j'ai envie de dire que est-ce qu'il est opposable? Tout va dépendre également de jusqu'où est-ce qu'on est allé. Donc, sur cette question-là, sur cette précision-là, le vrai conseil, le seul et unique conseil que je peux donner, c'est rédaction notariée, je pense, et surtout conseil du notaire qui pourra indiquer de façon extrêmement précise au client quelle est la portée en fonction. Oh, on t'a perdu, Nathalie. On a perdu ton son. De la rédaction qui en aura été faite. Voilà. Donc, si je Donc, résume, parce voilà, qu'on a eu une voilà petite pour la réponse. coupure, Oui, je suis là. la Vous réponse, en m'entendez? fait, ouais, ça y était Vous revenu. m'entendez? Si je résume, oui, Nathalie, on t'entend. Enfin, moi, je Ouais, t'entends. Si je résume ce que tu nous as dit, en parfait. fait, le principe, c'est bien de travailler sur une rédaction notariale qui va permettre, en fait, effectivement, de rendre et de cibler l'opposabilité à la fois aux tiers et à certains partenaires du mandant. C'est ça? Oui, D'accord. tout à fait. Donc, C'est ça.
Deuxième question, alors je pense que c'est plus une remarque et je vous en remercie. En pratique, l'arrêt Musel est systématiquement refusé par les banques. Alors c'est sûr que l'agence bancaire, même l'agence entreprise bancaire, aujourd'hui, elle va pratiquement systématiquement vous refuser l'arrêt Musel. Euh, Nous, on a acté et on a pratiqué que il y a en fait il y a des courriers très spécifiques à envoyer directement en fait au service juridique de la banque, mais au service central juridique de la banque. Euh, et éventuellement, on pourra, si vous le souhaitez, faire passer quelques exemples qui permettent en fait de passer outre l'agence locale, d'agence éventuellement même l'agence régionale. Et le principe, c'est d'aller directement au niveau du juridique national pour pouvoir acter la, la clause Musel et l'application de l'arrêt Musel. Nathalie, rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, sincèrement, c'est voilà, c'est ce que l'on constate au quotidien. Les banques, effectivement, en tout cas les agences, sont relativement réticentes à faire ça parce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles ont un côté inquiétude peut-être également de perdre la main. Pour autant, effectivement, le fait d'écrire directement au service juridique principal de la banque peut être, je dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, effectivement, dans la pratique, ce que l'on constate, c'est que ça aide de façon très importante à faire accepter par la banque l'arrêt Musel. Tout à fait. Dernière question qui est posée aussi, enfin c'est aussi pareil une réflexion. Comment facturer ces conseils alors que nous ne serons pas maîtres d'œuvre de ces solutions dans la mesure où les démarches sont faites par le notaire, l'avocat ou l'assureur. Le client a déjà payé ses intermédiaires, il est compliqué d'envoyer encore une facture de plus. Et écoutez, nous on est convaincus que aujourd'hui vous êtes le point central des conseils au niveau des clients et que l'objectif, c'est bien de travailler sur les besoins des clients et d'être en anticipation. Et lorsque vous êtes, et donc à ce moment-là, vous devenez le maître d'œuvre en fait de cette démarche. Et dans la mesure où vous devenez le maître d'œuvre en termes de protection du risque des dirigeants, c'est aussi valable pour la transmission, c'est aussi valable pour l'organisation de la retraite, c'est aussi valable pour un certain nombre de choses. Tout est question d'anticipation, de détection des besoins en amont des clients. Et si vous êtes à l'origine de la démarche, et là-dessus, nous, on a vraiment tous les outils qui vous permettent de devenir les véritables acteurs de cette démarche, eh bien, il n'y a aucune difficulté à facturer des honoraires à un client, à facturer une mission à un client, dans la mesure où vous lui avez permis, grâce à cette anticipation, très souvent d'économiser ou du moins d'éviter de perdre beaucoup d'argent ou d'éviter et surtout où vous lui en avez permis d'en gagner beaucoup plus. Je pense que c'est une notion qui petit à petit arrive, c'est la notion de bénéfice client. Lorsqu'il y a cette notion-là, lorsque le client est en capacité de mettre des chiffres devant ce que vous avez pu lui faire gagner, eh bien à ce niveau-là, le frein lié à la facturation est beaucoup moins présent parce que c'est un petit peu je ne vais pas aller jusqu'à vous parler des honoraires avec les honoraires office, mais je dirais que dans certains cas, on peut presque en arriver là. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter, soit Nathalie, soit moi, si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus. Nous, on est persuadés qu'il y a beaucoup de choses à faire au bénéfice de nos clients sur des missions qui ne sont pas forcément les missions sur lesquelles vous êtes attendus en termes de production et d'organisation de la comptabilité, mais justement parce que vous avez toute cette maîtrise-là, vous êtes les mieux à même à aider et à inciter le client à organiser. Et en étant le chef d'orchestre, eh bien, il est normal que le chef d'orchestre, il puisse aussi valoriser le temps qu'il y passe. Voilà. Je vous remercie. Vous avez été sur ces 4 sessions que j'ai eu l'occasion d'animer dans le cadre de ces webinaires du Conseil régional, pratiquement 300 personnes qu'on est connectées. Aujourd'hui, on est monté à peu près 50. Donc, merci en tout cas de vos inscriptions. Merci aussi de votre écoute. On espère, Nathalie et moi-même, vous retrouver très rapidement dans vos cabinets, dans les congrès, dans les réunions, cette fois-ci en présentiel.
pour pouvoir échanger de vive voix de, de, de tous ces éléments. Et un conseil est difficilement facturable et permet la facturation des clients. Appelez-nous, on va vous expliquer. Hein, comment aujourd'hui on a des cabinets et des partenaires aujourd'hui qui arrivent à facturer très régulièrement des missions pour leurs clients et vers leurs clients grâce à des missions annexes telles que la protection sociale en général. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée. Merci Nathalie pour ta participation et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, belle journée. Merci. Au revoir.